Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette nouvelle webconférence en ligne organisée par les éditions Véquin en partenariat avec la société Unigrid Solutions, cette société marseillaise plusieurs fois récompensée pour ses technologies spécialisées dans la performance énergétique des organisations publiques et privées. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous proposer cet événement sur le thème de l'éco-responsabilité. De plus en plus, on le remarque, les organismes publics, parapublics, privés souhaitent mettre en place une démarche éco-responsable. Notre premier événement avait été particulièrement apprécié et vous avez été nombreux à nous demander de mettre en place un nouvel événement, une nouvelle webconférence sur le sujet de la performance énergétique des bâtiments publics et privés. Alors pourquoi cette webconférence aujourd'hui? Pour une raison très simple. Toutes les structures souhaitent aujourd'hui s'inscrire dans un cercle vertueux sur le plan énergétique et financier. Pour réaliser cela, elles ont besoin de réaliser des économies d'énergie en allant vers des bâtiments basse consommation. Ces objectifs ne se réalisent pas seulement par la construction de nouveaux bâtiments ou la rénovation des anciens bâtiments. De nombreux acteurs commencent par mettre en place des solutions d'analyse, de monitoring, de pilotage à distance, afin d'agir de manière beaucoup plus ciblée sur les défaillances énergétiques des bâtiments existants. On le sait, le digital, aujourd'hui, est le premier allié de l'environnement et de la performance énergétique. Nous évoquerons donc la question de la maîtrise de cette facture énergétique pour réaliser des économies substantielles. Puis, nous expliquerons comment ces efforts doivent aujourd'hui être déployés dans le cadre de la Smart City pour le secteur public ou de la Smart Société pour le secteur privé. Nous allons surtout analyser comment ces structures intelligentes sont impossibles à réaliser sans un projet environnemental et numérique au niveau global. Nos experts sont là pour apporter leur retour d'expérience et se feront un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. Pour tout comprendre, nous allons écouter attentivement nos deux intervenants. Monsieur Jacques Bucchi, conseiller national énergie, numérique et Smart City de la mission Écoterre, maire de Lambesc de 2008 à 2014, représentant de l'AMF à la Commission nationale de la transition énergétique et expert auprès du comité de pilotage de la loi sur la transformation énergétique et qui est également l'ambassadeur de la Smart Building Alliance. Nous écouterons ensuite un intervenant particulièrement précieux pour son regard opérationnel, M. Umberto Miranda, directeur général du GIMS 13, le groupement interprofessionnel médico-social. Il est aujourd'hui à la tête de la politique de prévention et de maîtrise des risques sanitaires et sociaux. Il est responsable également de la transition énergétique des bâtiments publics et du passage de son organisation vers une logique éco-responsable. N'oubliez pas, vous pourrez au cours de cette webconférence poser l'ensemble de vos questions via la fenêtre GoToWebinar, cette interface qui est sur la droite de votre écran. Nos intervenants feront leur possible pour y répondre à l'issue et même au cours de l'événement, donc il faut rester bien connecté. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Mais il est temps dès à présent de passer la parole à notre expert, M. Jacques Bucchi, pour son regard sur aujourd'hui l'évolution de nos organisations vers une logique éco-responsable. Jacques, c'est à toi. Bien. Je peux avoir les images? Il y en a une avant celle-ci, non? Non. Peu importe. Alors, l'image n'y est pas, mais vous allez pouvoir imaginer extrêmement simplement. Vous avez tous dans vos poches, sur votre bureau, un iPhone ou autre marque, mais en tous les cas, cet outil numérique qui vous permet d'être facilement en connexion avec le monde entier, quels que soient les pays, quelles que soient les situations, mais pas forcément quels que soient les lieux. J'y reviendrai dans un instant. Eh bien, cette vision que vous donne le téléphone, il faut que vous imaginiez que c'est ce que deviendront nos territoires de demain. C'est-à-dire que partout, quels que soient les espaces, grâce à un langage commun, et je veux parler d'un langage commun numérique, vous pourrez vous mettre en relation avec, cette fois-ci, tout le monde et tous les acteurs de cette planète. Pour aller dans cette direction-là, il faut qu'au niveau des territoires, il y ait une véritable vision. J'ai pour habitude de dire qu'il n'y a pas de bon vent pour qui ne connaît pas son port. Eh bien là, très clairement, il faut que vous sachiez, et tout le monde est inscrit dans ce périmètre-là, que le territoire doit se penser de façon large, ce que j'appelle couramment le bassin de vie. Il y a une deuxième vision qui est indispensable, c'est celle dans la distance,
parce que la distance dans le temps va vous donner l'objectif à atteindre, en particulier sur le plan technologique, mais également au niveau des services. Et donc, sur ce territoire-là, vous aurez à traiter de 3 sujets. D'abord, de ce qui a remplacé le minerai qui faisait la richesse du siècle dernier, le fer, l'acier, le charbon. Vous allez remplacer tout ceci dans ce siècle par les données. Vous le savez, aujourd'hui, c'est la richesse de ce monde, c'est ce qui fait la richesse des GAFA et c'est aussi peut-être à l'occasion ce que nous devons préserver sur nos territoires. J'y reviendrai également. Donc la donnée est un sujet essentiel. Le deuxième point, et c'est le lien avec le téléphone que je faisais il y a un instant, si vous n'avez pas une structure numérique à l'échelle planétaire, d'abord à l'échelle du territoire, ensuite à l'échelle de la région, ensuite à l'échelle du pays, de l'Europe et du monde, si vous n'avez pas cette structure numérique, eh bien vous n'atteindrez jamais ce point d'intelligence collective et planétaire que nous devons viser pour nous enrichir les uns les autres. La structure numérique, ce n'est pas quelque chose qui s'invente, c'est quelque chose qui découle d'un certain nombre de principes et de volontés. J'y reviendrai également tout à l'heure. Et puis enfin, c'est la finalité, ce sont les usages. Et là, je vais les décomposer en plusieurs catégories. Il y a d'une part les usages qui sont à vocation de la collectivité. Elle a énormément à faire au service de ses administrés, en particulier des services à donner, que ce soit des pièces administratives, que ce soit des informations communales. Il y a essentiellement des données qui intéressent le grand public et donc il faut porter à disposition, si possible, sans que les personnes aient à se déplacer, si ce n'est quand même une dimension humaine à laquelle personnellement je suis très attaché et qu'il puisse toujours exister dans une municipalité quelqu'un qui sache accueillir. Mais ça, c'est un autre sujet. Pour rester sur le sujet des usages, dans une collectivité, les actes de naissance, les menus, les inscriptions au périscolaire, les inscriptions des seniors à certaines activités, etc., etc. Tout ça doit pouvoir maintenant être dématérialisé. Et ça nécessite, au niveau des collectivités, une prise de conscience d'une part, mais également une analyse assez fine de ce qui se passe dans ces services. Parce qu'on constate, en tous les cas, c'est ce que je constate quand je vais dans les collectivités, bien sûr, vous avez le service informatique qui est très, très en avance, mais vous avez des services autour qui ne le sont pas. Donc, il y a la nécessité d'une mise à niveau à partir d'un constat des lieux, une mise à niveau pour aller vers des services numériques uniformes, performants, connectés à l'environnement. Ça, c'est à l'intérieur des collectivités. À l'extérieur, eh bien, il en est des usages et des services comme il en est des applications que vous avez sur votre téléphone. On mettra bien sûr en place presque dans toutes les communes des applications sur la mobilité, sur la sécurité, parce que ça intéresse tout le monde. Mais vous en conviendrez, nous ne mettrons pas les mêmes activités, les mêmes applications à Dunkerque et à Cannes, à Nice et à Bruxelles. Donc il y a une personnalisation. Et sur ce point, je m'arrête une seconde pour dire que le danger que courent beaucoup de collectivités aujourd'hui, c'est celui d'avoir un peu conscience de ces sujets et de jeter sur la place, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un peu ça, un certain nombre d'applications qui leur paraissent intéressantes. Eh bien, avec ça, vous irez vers un ensemble de petits projets, mais jamais vers un projet d'ensemble. Et ce qui est essentiel, c'est la vision sur le bassin de vie, la vision à moyen terme, et ça passe par un projet d'ensemble qui est à définir, et à définir, bien sûr, du point de vue politique, mais également en concertation avec la population, pour une raison extrêmement simple, c'est que les meilleurs usages, ceux qui fonctionneront le mieux, ceux qui auront une véritable utilité, ne seront pas forcément ceux qui sortiront des services municipaux ou d'entreprises, ce sont ceux qui viendront d'une remontée des besoins d'usage à faire au niveau de la population. Ça, c'est vraiment un axe de fonctionnement également essentiel. Voilà ce qu'il en est pour les 3 champs importants, les données, l'infrastructure numérique et les usages, sachant que sur l'infrastructure numérique, ça fera l'objet d'un développement beaucoup plus important. Ensuite, il y a, une fois qu'on a fait le cadre, un certain nombre de principes qu'il faut bien évidemment avoir à l'esprit. Je ne reviens pas sur la vision dans l'espace et le temps, on en a parlé, le projet d'ensemble également. Maintenant, il faut être respectueux d'un certain nombre de principes. J'ai eu l'occasion de discuter avec M. Miranda et j'ai été absolument ravi de l'entendre parler de ces sujets-là parce que véritablement, c'est comme ça et toujours qu'il faut penser un territoire du point de vue énergie et du point de vue numérique. Aujourd'hui, chaque euro coûte très cher dans une collectivité et quand on ne l'a pas, ce sont les citoyens qui paient via l'impôt, donc ça, ce n'est pas tolérable. Ce qu'il faut, c'est nécessairement faire mieux, moins cher. Et j'ose l'affirmer,
il est quasi toujours possible de faire mieux et moins cher si on y réfléchit. Il est également possible de faire éco-responsable si on y réfléchit, et ce, dans tous les domaines. Les services publics, l'énergie, la sécurité, l'eau, la mobilité. Les applications d'ores et déjà sont performantes. Il faut simplement, à chaque fois que l'on va vers une application, se poser deux questions. La première, est-ce que véritablement, grâce à cela, je ferai à l'échéance de 3 ou 4 ans mieux et moins cher, étant entendu qu'il y a toujours un temps de retour sur investissement, mais ces solutions-là, la plupart du temps, c'est moins de 3 ans, en particulier dans le domaine de l'énergie, nous y reviendrons aussi. Donc, il faut se poser la question du mieux, moins cher, mais également la question de l'éco-responsabilité. Est-ce que j'envoie mes données aux États-Unis? Est-ce que j'envoie mes données sur un circuit local? Est-ce que je mets le circuit informatique qui est le mieux adapté pour consommer moins de matériaux, etc., etc. Ces questions sont des questions premières. Et pour clore sur ce point qui pour moi est un point central, c'est vraiment par cela que tous les acteurs publics et privés doivent commencer quand ils développent un sujet que je ne vais plus d'ailleurs appeler Smart City parce que je n'aime pas du tout ce mot-là. C'est simplement la construction d'un monde nouveau sur un territoire nouveau avec en 2020 les technologies de 2020 et celles qui se dérouleront demain. Donc on n'est pas plus intelligent aujourd'hui qu'hier, simplement on a des technologies qui n'existaient pas et je ne dis pas que c'est un devoir de s'en servir, mais en tous les cas, c'est un véritable service qui est offert dont on aurait tort de se priver. Ensuite, un autre point dont souvent, dans les collectivités, on n'a pas conscience et qui est extrêmement important, c'est que grâce à ces outils-là, et je vais le développer rapidement, on peut faire qu'un territoire soit plus attractif qu'un autre. Et on peut en débattre, bien évidemment, ce n'est pas le sujet politique du jour, mais l'attractivité d'un territoire, c'est quelque chose qui se conquiert, c'est quelque chose qui se mérite, c'est quelque chose qui se construit. Et pour ça, il faut que les élus sachent bien ce que cela veut dire. Ça veut dire, entre autres, et je reviens à l'exemple du téléphone, si vous avez gardé, et là je m'adresse à chacun des auditeurs, si vous avez gardé votre téléphone d'il y a 7 ans, qui servait à parler, pensez-vous que vous seriez aujourd'hui compétitif sur le marché de l'emploi, de l'économie au sens large, de la cité au sens large? Vous savez bien que non. Eh bien, ce que je dis à tous les acteurs publics et privés, c'est que si aujourd'hui, ils construisent un bâtiment sans penser au fait que dans cette vision à long terme, il sera nécessairement connecté, connectable et éco-responsable, ça voudra dire quoi concrètement? Ça voudra dire deux choses. La première, c'est que ce territoire-là, dans 20 ans, ne sera plus compétitif. La deuxième chose, qui est encore plus grave, enfin plus grave, je ne sais pas, mais en tous les cas grave, c'est que si je me suis trompé sur mon téléphone, je vais dans le magasin d'en face m'acheter la marque que je veux, mais la marque avec les applications d'aujourd'hui. Et je redeviens compétitif pour 500 ou 600 euros. Si je me suis trompé dans la construction d'un bâtiment qui a coûté 5, 6, 10 millions, comment je fais? Je le démolis? Non, je ne peux pas. Je n'en ai pas les moyens. Et donc, je tue l'attractivité de mon territoire pour une durée très longue. Et donc, il faut aujourd'hui, maintenant, avec des solutions, j'affirme, qui existent toutes, faire à la fois économique, éco-responsable, connecté et connectable. Donc ça, c'est essentiel. Le troisième point, il va de pair. Quand on a fait les deux premiers points, et si on a bien posé les questions, on construit toujours un territoire durable. Dynamiser le développement économique, ça, c'est à la fois faire le territoire attractif dont je viens de parler et faire en sorte que les données dont nous parlions il y a quelques instants soient correctement triées, correctement nettoyées, correctement remises à disposition des acteurs, parfois uniquement les acteurs publics, mais parfois, c'est possible, sur le terrain des acteurs privés. Et là, les acteurs privés, faisons confiance à l'imagination de notre jeunesse en particulier, mais pas que. Il y a aujourd'hui plein de start-upers qui sont capables, avec des données qu'on leur fournit, d'imaginer plein de solutions. Faisons vivre nos territoires, laissons aller notre jeunesse, donnons-leur les moyens de pouvoir se développer et réussir. Enfin, il faut aussi avoir à l'esprit un sujet dont on parle parfois, mais très vite en passant généralement. On ne s'y arrête pas. Et on ne s'y arrête pas parce que jusqu'alors, on n'avait pas trop de solutions. On a laissé des décennies se creuser le fossé entre le rural et l'urbain. Or, aujourd'hui, grâce aux outils numériques, on peut rapprocher l'urbain, le rural.
Et je vais même en profiter pour dire quelque chose d'essentiel. Tout à l'heure, Jonathan a parlé de cercle vertueux en disant qu'on pouvait faire à la fois économique et au service d'eux. Bien, il faut aller au-delà du territoire vertueux. Il faut que le territoire soit vertueux sur le plan financier, on en a parlé. Il faut qu'il soit vertueux sur le plan environnemental, mais il faut aussi qu'il soit vertueux sur le plan social. Il faut que cet outil que nous développons soit capable de reconnecter des territoires éloignés, des citoyens éloignés au monde urbain qui possède les avantages de multiples services. Je ne donne qu'un seul exemple, mais il y en aurait plein. Il y en aurait plein. Un seul, ce qu'on appelle le coworking. Je préfère, moi, dire un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est quelque chose que pratiquement toutes les communes peuvent construire pour, d'une part, faire en sorte que leurs concitoyens n'aient plus les déplacements à se faire. Donc, plus de déplacements, ça veut dire moins de carburant, ça veut dire moins de carbone, ça veut dire plus de temps, ça veut dire plus de santé, ça veut dire plus de respiration familiale. Bref, ce sont beaucoup d'avantages que les administrés souhaiteraient, et donc à toutes les communes de le mettre en œuvre. Et j'ajoute, dernier point, ça pratiquement toutes les communes l'ignorent, c'est que si on sait bien mettre en œuvre un tiers-lieu, aujourd'hui, on peut gagner de l'argent pour une collectivité, on peut s'enrichir au niveau de la collectivité grâce au certificat d'économie d'énergie, mais c'est un autre sujet. Voilà, dernier point. Avec tout ça, on a multiplié le nombre de données à gérer, eh bien, à la fois pour des raisons de sécurité, pour des raisons de protection de notre environnement. J'entends à la fois personnel, environnemental, social. Il faut que les données soient gérées sur place. Il faut véritablement que les collectivités et les acteurs publics gèrent localement un maximum de leurs données et traitent localement de la sécurité. Donc ce sujet est majeur, mais il a été pris en compte dans les solutions que nous avons développées par ailleurs. Voilà. Peut-être que M. Miranda veut peut-être réagir de manière générale sur ce point. Alors, j'ai écouté Jacques Buchy avec grande attention parce que typiquement, c'est tous les éléments, sans exception aucune. Je pourrais les reprendre les uns après les autres, mais je ne vais pas le faire, rassurez-vous. Je vais faire une traduction beaucoup plus large. Au sein de la médecine du travail, on est en train de vivre une révolution qui est une réalité aujourd'hui et qui prend en considération l'ensemble de ces éléments. Le GIMS que nous sommes, donc à Marseille, on gère 16 000 entreprises, 160 000 salariés sur 10 centres répartis sur le croissant sud de Marseille. Et la médecine du travail, entre nous, et je le dis avec beaucoup de sourire et beaucoup j'allais dire beaucoup d'amour, il y a quand même plus moderne. S'il y a bien quelque chose qui traîne un peu une image de non-modernité, c'est bien la médecine du travail. Mais en réalité, on se rend compte que le modernisme est en train de révolutionner, y compris ce secteur-là, pour plusieurs raisons. Monsieur Buchy parlait par exemple de l'éco-responsabilité. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait une réunion, il y a 10-15 personnes qui se déplacent de tous les centres et qui viennent se réunir au siège. On est en train de mettre en place la visioconférence pour essayer d'utiliser de moins en moins les véhicules, pour optimiser la gestion des déplacements dans une ville en plus comme Marseille, quand on sait à quel point c'est difficile de se déplacer. Voilà, ça fait partie des obligations que nous sommes en train de mettre en place pour 2020, faciliter en fait la communication entre les personnes, optimiser notre temps, réduire bien entendu notre consommation énergétique au travers des non-déplacements que nous faisons, et puis optimiser notre temps parce qu'il ne faut pas oublier que le temps c'est de l'argent. Et le GIMS, c'est une association. Hein, nous vivons grâce en fait aux cotisations des entreprises dont nous avons la responsabilité. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas dépenser à U et à Dia, enfin n'importe comment ces cotisations-là. Et si on peut les investir dans le service et en faire l'économie sur nos déplacements, bien entendu, nous le ferons. Donc, en tout point, d'accord avec Jacques Buchy, je suis ravi de vous avoir entendu parler. Je vous ai entendu parler de plusieurs éléments, faire mieux et moins cher, bien entendu, c'est notre objectif. Encore une fois, je le rappelle, nous n'avons pas de dividendes à redistribuer à nos actionnaires. Donc, plus nous ferons des économies, plus ces économies-là seront reportées sur les services à apporter aux entreprises. La sécurité de l'information, nous détenons l'information médicale, c'est juste un sujet qui est fondamental pour nous.
la protection des données, c'est un élément stratégique. D'ailleurs, sur le plan purement informatique, les systèmes d'information aujourd'hui sont en pleine révolution au sein des services de santé au travail, pour deux raisons. La première, c'est que les logiciels ont évolué. On a longtemps travaillé avec des serveurs internes. On évolue aujourd'hui en mode SaaS parce que effectivement, les logiciels ont besoin d'une mise à jour quotidienne et que quand on a 10 centres répartis à travers un territoire, on ne peut pas se dispenser, on ne peut pas se dédouaner de cette mise à jour quotidienne. Et la simplification passe bien entendu par un travail en mode SaaS qui, outre de la simplification des mises à jour, agit aussi sur les aspects sécuritaires et sur le coût que ça engendre. Un monde nouveau sur un territoire nouveau, pareil, ça fait partie bien entendu des éléments que nous choyons, parce qu'on le voit, on voit les premiers systèmes d'information aujourd'hui participatifs, c'est-à-dire que jusqu'à présent, un salarié se rendait au sein de la médecine du travail, voyait son médecin et puis était mis en place le protocole tout à fait classique. Aujourd'hui, les nouveaux systèmes d'information permettent aux salariés d'être acteurs. C'est-à-dire que quand il se rend sur un centre de service santé au travail, on lui donne une tablette, il commence à renseigner cette tablette et d'ores et déjà commence à donner des indications sur son mode de vie qui sera repris en ligne par le médecin et qui va approfondir en réalité son diagnostic. Et on se rend compte par exemple que des informations qui sont données par les tablettes n'auraient pas été données en face à face entre le salarié et le médecin. Et bien entendu, à partir du moment où vous êtes sur une approche intégrée, eh bien, ça veut dire que l'adhérent a aussi accès à ces informations-là sur les aspects statistiques. Et bien entendu, les pouvoirs publics peuvent bénéficier de statistiques qui sont fondamentales pour la politique gouvernementale de notre territoire. Parfait, merci Monsieur Miranda. Parfait pour cette vision complémentaire, vraiment c'est hyper intéressant. D'ailleurs, on a eu une question sur l'aspect responsable du numérique, puisque beaucoup d'auditeurs manifestement se posent la question de savoir justement est-ce que le numérique aussi finalement n'est pas une contrainte environnementale et s'il est véritablement responsable et quel est donc un peu le coût énergétique du numérique. On aura certainement l'occasion d'en reparler à travers vos interventions. Je vais laisser M. Jacques Bucchi continuer justement sur cet aspect économique avec un regard public sur la question de la section de fonctionnement et comment s'intègre entre les dépenses et les recettes la question de la facture énergétique. Merci Jonathan. D'abord, je veux dire à la personne qui a posé cette question qu'elle est essentielle. Et si on n'y répond pas maintenant, c'est qu'il y a toute une partie de l'exposé qui est liée à ça. C'est bien évidemment, en tous les cas pour certaines personnes, et moi-même, le sujet le plus important, je pense, sur le plan environnemental. Maintenant, pour revenir au territoire, puisque c'est là où tout se passe, il faut bien avoir à l'esprit que ce monde nouveau, il est entre les mains des élus, donc ils ont plus ou moins conscience, donc ils ne savent pas tous comment faire, mais en tous les cas, c'est entre leurs mains que ça se situe. Et donc, on a tous, en tant qu'administrés, un rôle à jouer, soit en étant élus soi-même, soit éventuellement en étant des lanceurs d'alerte positifs, s'entend sur ces sujets-là. Au niveau d'une collectivité, vous avez sous les yeux un grand résumé du mode budgétaire avec deux sections, la section de fonctionnement et la section d'investissement. Alors d'abord, il faut comprendre comment à peu près cela fonctionne. C'est un peu comme dans une famille, j'ai envie de dire. Si au fonctionnement, on n'est pas capable de dégager un résultat, on ne sera jamais capable d'investir. On pourrait s'arrêter là. Il est évident que le nerf de la guerre, c'est bien évidemment ce qui reste à la fin du mois pour pouvoir construire demain l'école, après-demain la salle de spectacle, etc., etc. Donc, en résumé, il faut impérativement dégager ce résultat. Ce résultat, il est comme toujours la résultante de ce qu'il y a en recettes et de ce qu'il y a en dépenses. Et là, on va faire le lien avec à la fois les sujets environnementaux et les sujets technologiques et les sujets financiers. Ce qu'il faut, encore quelque chose de simple, c'est réduire les dépenses et augmenter les recettes. Si on n'est pas capable de le faire,
tout le monde comprendra bien qu'il va falloir à un moment donné jouer sur les seuls leviers que la collectivité possède. Et au passage, ce sont des leviers que les collectivités, et en particulier les élus, ne souhaitent absolument pas devoir toucher. Le premier levier, c'est si on n'a pas de résultat, on est obligé de supprimer les projets. Un élu qui a promis une salle des fêtes et qui n'est pas capable de la réaliser ne va pas être content. Donc, premier levier, mais mauvais. Le deuxième levier, c'est celui dans la colonne des dépenses des politiques de la ville. Ça veut dire que si je n'ai pas d'argent, je vais devoir baisser les subventions aux associations, diminuer ma vie culturelle, bref, baisser toutes mes politiques publiques, et ça non plus, ce n'est pas porteur pour être élu. Il reste le dernier levier, celui qui est dans les recettes. Si je n'ai pas assez d'argent, il faut que j'en trouve, et comme on ne m'en donnera pas davantage au niveau de l'État, il faut que je les trouve sur place, et donc il va falloir que je trouve des recettes nouvelles sous forme d'impôts ou autres, parce que ça peut être augmenter les tarifs des cantines, ça peut être augmenter les tarifs de spectacle, ça peut être d'augmenter les taxes foncières qui existent encore. Tout ça, c'est du mauvais. Et donc, après avoir fait le tour du mauvais, ce que nous devons faire, c'est chercher les solutions du meilleur. Pour augmenter ce résultat-là, eh bien, il n'y a pas 36 000 moyens positifs. Parce que j'insiste beaucoup sur ce sujet-là. Je n'imagine pas, enfin là je dis je parce que tout le monde ne pense pas de la même façon, donc je dis ma conviction, il n'est pas question de faire de l'éco-responsabilité sanction, de l'éco-responsabilité qui coûte de l'argent. Ça doit être l'inverse, et je le dis d'autant plus facilement que c'est possible. Commençons par le sujet donc des politiques de la ville. Bien, celles-ci, on peut les maintenir si on est capable de trouver des recettes ailleurs et des économies de dépenses ailleurs. Allons vite du côté des recettes qui, au passage, ont été singulièrement diminuées par une baisse de 30% de la DGF. Je ne parle pas de la taxe d'habitation qui, on nous dit, sera compensée à l'euro près. Je considère donc les choses en l'état. Si je dois trouver des recettes nouvelles, aujourd'hui, l'une des plus belles solutions qui soit, c'est la production d'énergie renouvelable, parce que la production d'énergie renouvelable, je fais une petite parenthèse là-dessus, parce que souvent les élus se disent « je vais pouvoir percevoir des loyers ». La vérité, c'est qu'ils peuvent, s'ils s'y prennent bien, percevoir des loyers, percevoir des dividendes et percevoir des taxes. Donc ça, c'est quelque chose que les élus généralement oublient complètement. Les opérateurs leur donnent un beau bail avec un prix à l'hectare plus ou moins élevé, c'est encore un autre sujet. Mais il faut que les élus sachent qu'ils passent à côté d'une vraie opportunité. Moi, j'ai travaillé pour une commune où la commune, in fine, a eu à la fois le loyer, à la fois les taxes, 10% du capital sans verser un seul euro, et la population elle-même a pu participer au capital pour percevoir 7% d'intérêt net par an. Donc, il y a vraiment des possibilités du côté des recettes. Maintenant, du côté des dépenses, vous avez deux gisements importants, les économies d'énergie. Et là, les outils numériques d'Unigrid Solutions sont particulièrement adaptés, puisque ce sont non pas des outils d'efficacité énergétique comme on en voit très souvent sur la place, qui sont des outils très lourds, jamais amortissables ou presque, parce que quand on me dit 30 ans, moi je n'y crois pas. Ce qu'il faut, c'est utiliser des moyens d'économie d'énergie, j'en donnerai le détail tout à l'heure, mais qui permettent des amortissements en 2-3 ans maximum. N'oublions pas qu'il s'agisse des collectivités locales ou qu'il s'agisse des entreprises publiques, le temps de retour sur investissement est quelque chose d'extrêmement important. Donc, il faut faire des économies d'énergie grâce à ces outils numériques. Et j'ajoute que grâce à ces outils, pour autant qu'ils soient bien choisis, eh bien, on peut à la fois installer dans tous les bâtiments publics ces outils d'économie d'énergie, mais en plus, on peut les faire s'ils sont ouverts, interopérables et conformes au nouveau label dont je parlerai dans un instant. On peut faire en sorte que de proche en proche, de bâtiment public en bâtiment public, eh bien, on crée la principale épine dorsale numérique dont je parlais tout à l'heure et qui sert à ce qu'on soit dans une connexion totale pour le développement d'une intelligence collective. Donc, cet outil énergie, il est à deux titres extrêmement importants. C'est là-dessus que les élus doivent se concentrer parce que c'est par là qu'il faut commencer. Ensuite, on fera le reste. Et puis, enfin, il y a le dernier outil que l'on a appelé sur la planche Smart City. Cet outil-là est également un outil d'économie d'énergie. C'est, en résumé, le faire mieux, moins cher. C'est le dématérialiser. C'est, grâce à cela,
pour ceux qui sont élus, ils me comprendront, des économies à la fois sur le 0,11 et sur le 0,12, qui sont les lignes sur lesquelles tous les élus ont les yeux fixés chaque jour pour essayer justement de réduire les impôts. Donc, voilà au niveau d'une collectivité publique, plein de solutions pour à la fois être vertueux sur le plan financier, être vertueux sur le plan environnemental, et j'ajoute même donc être vertueux sur le plan social, puisqu'on va peut-être pouvoir réduire les impôts. Alors, je vais laisser la parole à monsieur Miranda sur ce point-là, parce que je présume que lui, directeur général d'une entreprise, il a une vision, pas forcément exactement la même, puisqu'on n'a pas les mêmes structures budgétaires, mais qui probablement, dans les préoccupations, rejoint ce que je viens d'évoquer. Monsieur Miranda. Alors, écoutez, moi je vous écoute avec véritablement grand plaisir. Nous avons en fait en tout point les mêmes préoccupations. Je le rappelle, le GIM c'est une association, donc nous ne redistribuons pas de dividendes. Notre obligation, et je vais juste reprendre vos mots, c'est d'être vertueux. Vertueux au regard en fait des membres de l'association qui nous font confiance, qui sont des entrepreneurs, sont des entreprises. Nous avons un mandat qui est octroyé par la directe, donc par la préfecture, et non, en fait, nous sommes un service public en délégation, bien qu'une structure privée. Et à ce titre, nous avons une obligation, mais fondamentale, mais c'est dans notre ADN, d'être vertueux et de gérer au mieux les deniers de nos adhérents, donc les entreprises qui nous font confiance et qui nous demandent de suivre en fait la santé de leurs salariés. Et tous ces éléments-là, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, font partie de nos préoccupations. La réduction de la facture énergétique est une obligation. Aujourd'hui, je vais encore reprendre vos termes et je vais même me les approprier. J'ai un conseil d'administration à venir début du mois prochain et je les reprendrai. Faire mieux et moins cher, pour nous, c'est juste fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde de près notre parc immobilier, on se rend compte à quel point la dépense énergétique est non maîtrisée, pour deux raisons. La première, c'est que nous ne pouvons pas piloter à distance en fait la gestion des énergies. Et le deuxième, c'est que nous sommes un service qui accueille au quotidien le public. Et donc, pour accueillir au quotidien le public, je donne ça à titre d'exemple, il faut que dès la première heure d'ouverture, à 8 heures, les salles soient chauffées. Donc, pour que les salles soient chauffées, que fait l'être humain? Il ne coupe pas, en fait, tout simplement le chauffage la veille. Et c'est toute la nuit, en réalité, qu'on continue à chauffer, juste parce qu'à 8 heures, les salles doivent être chauffées et accueillir correctement le public. Je pense qu'il y a d'autres méthodes pour y arriver. Le problème, c'est le pilotage et à distance, avec sécurité, avec mesure et contrôle. Et c'est en ce sens où, effectivement, Unigride, on avait déjà commencé à essayer d'ébaucher un partenariat, est un outil qui est fondamental pour nous. Alors justement, chez vous, qui va piloter, Monsieur Miranda, qui va piloter justement l'outil digital pour éteindre, allumer, vérifier une fuite, voilà, mesurer l'humidité dans l'air? Voilà, est-ce qu'il y a une équipe dédiée à cela? Est-ce que c'est une personne déjà en poste? Est-ce que vous allez recruter? Comment ça fonctionne chez vous? Alors là, typiquement, pour nous, ça relève de la politique qualité. Et la politique qualité, chez nous, elle implique tout simplement qu'il y ait plusieurs personnes engagées. Une seule, c'est pas possible. Le niveau de risque est trop élevé. Donc effectivement, on a un référent, et le référent est la personne qui a en charge les achats et la gestion du parc immobilier, mais pas que. Il faut qu'elle ait la possibilité d'avoir des délégations locales sur chaque centre. Et moi-même, personnellement, je souhaite avoir en fait accès à l'ensemble des tableaux de bord pour pouvoir avoir une vision globale. D'accord. Et quelles sont les économies espérées au niveau de la consommation d'eau et de la consommation d'électricité? Est-ce que vous avez déjà projeté certains objectifs? Oui, je pense que très objectivement, on a commencé à faire des simulations et je pense qu'on peut économiser entre 15 et 20% à court terme et immédiatement, dès la mise en place d'une solution pareille. D'accord, parfait. Je vais repasser la parole à Jacques, puisque vous interviendrez encore, monsieur Miranda, par la suite pour apporter votre analyse.
On n'oublie pas que le temps presse, Jacques. Je vais accélérer. Et je me permets donc de te mettre directement sur les slides qui concernent la question d'aujourd'hui et cette rencontre entre les énergies et le numérique. Tu as toujours cette phrase extraordinaire, penser local, agir global. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, avec ce fameux tableau que tu nous as concocté et ces slides très intéressants, je te laisse apporter ton regard d'expert. Oui, je vais faire très court sur le sujet. Vous avez vu les images, on est passé vite, mais vous vous en souvenez. Nous venons d'un monde où l'énergie venait d'en haut, en puissance, en masse, centrales nucléaires, barrages, et descendait jusqu'à nos prises dans nos bâtiments et nos logements ou les bâtiments publics. Ça, c'était le monde d'hier. Eh bien, il faut bien se dire que tout ce monde-là, quand on pense énergie et numérique, il faut le laisser derrière et regarder ce vers quoi nous allons. C'était la deuxième image, c'est-à-dire effectivement, ma conviction, c'est à savoir qu'il faut dorénavant, sur le plan environnemental, penser local pour agir global, à l'inverse de ce que René Libos disait en 72, penser global, agir local. Le penser global, je ne ferai pas de commentaires sur les dirigeants de cette planète, mais je n'y crois pas trop. Je pense donc que ça doit partir du bas. Et donc, en bas, si on fait ce que nous devons faire sur le plan de l'énergie, c'est-à-dire produire localement, à petite unité, il faudra immédiatement et dès maintenant penser avec d'autres mots. Autrefois, c'était « je produis, je vends, je consomme ». Aujourd'hui, c'est « je produis ». Comment je vends, ça nécessitera des outils dont je vais parler, mais il faut aussi ajouter comment vais-je m'effacer, comment vais-je stocker, comment vais-je partager. Tout ça, ce sont des modèles économiques tout à fait nouveaux qui nécessitent, tout le monde comprendra bien, à chaque endroit du territoire, selon ce que l'on fait, produire, s'effacer, consommer, stocker, etc. Il faudra un modèle économique particulier et ce modèle économique ne pourra fonctionner que si on a une donnée précise de ce qui se passe, d'où la nécessité, après avoir mesuré, optimisé, plus exactement, après avoir mesuré, optimisé, valorisé, il faudra donc numériser pour demain aller vers une production locale et faire en sorte qu'il y ait ce modèle économique par des outils électroniques et donc numériques. Voilà, ça c'est pour l'histoire rapide. Maintenant, regardons ce qui va se passer à partir de là. Et là, on est au cœur, je ne l'ai pas fait exprès, je vois que c'est écrit en même temps, mais on est vraiment au cœur du sujet. Et je pense que, M. Miranda, vous devez vous y retrouver. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit tout simplement, parce qu'au fond, à décrire, ce n'est pas très compliqué, de remplacer pour gérer nos bâtiments l'humain que nous sommes, dont on peut toujours rêver en se disant il a une conscience environnementale, il va éteindre la lumière, il va faire ceci, il va faire cela. Or, dans la pratique, cela n'existe pas. Et pardon d'être un peu iconoclaste, mais le travail que l'on fait sur les comportements, il a un intérêt, mais à condition d'avoir au préalable fait ce que je vais vous décrire là. Sinon, c'est un grand coup d'épée dans l'eau. Pardon, mais je suis ici à Paris, je ne peux pas gérer l'énergie chez moi. On est aujourd'hui au travail, je ne gère pas ce qui se passe chez moi. Et M. Miranda le disait à juste titre tout à l'heure, quand je pars d'un bureau, quand je n'oublie pas de fermer la lumière, est-ce que je pense à baisser la température de 3% ou même à la couper pour la rallumer le lendemain? Tout ça n'existe pas. Eh bien, M. Miranda a dit 15-20%. Avec un outil que je vais rapidement vous décrire, moi je vous l'affirme pour l'avoir vérifié dans des collectivités et dans des bâtiments privés, on peut aller jusqu'à 30 et 40% d'économie d'énergie si on met les bons outils. Je dis bien si on met les bons outils, et Unigrid, je pense, les possède. Comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, il faut remplacer l'humain qui se voudrait être vertueux par des outils dont vous allez comprendre à la fois le sens et mesurer l'efficacité. Il s'agit d'abord de poser dans les bâtiments ce qui remplace nos sens, nos yeux, notre peau, bref, des capteurs de température, des capteurs de présence, des capteurs de CO2. Et quand je dis des capteurs, je le dis pour ceux qui se préoccupent d'environnement, ce sont des capteurs qui sont sans pile, sans fil, autonomes en énergie. Alors comment? Ça, c'est de la base physique, je pense que ce n'est pas l'heure d'en parler aujourd'hui, mais ça existe. On peut poser 4 ou 5 capteurs dans un bâtiment et avoir toutes les informations qui permettent de gérer. Une fois que l'on a cette information, eh bien, on remonte au cloud où là, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont développé des applications avec des algorithmes et de l'intelligence artificielle
qui permet de faire cette gestion optimale de l'énergie. C'est un outil qui va, de par les présences, savoir ce qui se passe dans le bâtiment, apprendre même le fonctionnement du bâtiment, se rendre compte que le samedi et le dimanche, il n'y a personne, se rendre compte que généralement, on part à 8 heures et on rentre le soir à 19 heures. Et donc, par exemple, dans tous ces temps d'absence, eh bien, on va éviter de rester à bloc sur la consommation. Et rien que la gestion de ces intermittences, mais pas que, permet d'aller vers les gains importants que j'évoquais de 30 à 40%. Mais il n'y a pas que ces gains-là, il y a également la régulation qui peut se faire en fonction de ce qui se passe dans le bâtiment. Eh bien, par exemple, j'ouvre ma fenêtre, eh bien, c'est idiot de chauffer en même temps, je coupe le chauffage immédiatement. On est à 20 dans la maison si elle est grande ou à 5 si elle est petite, la température monte, ce n'est pas la peine de continuer à chauffer, j'arrête. Il y a plein d'exemples comme ça, il suffit d'un peu de bon sens pour se rendre compte où on peut gagner énormément d'énergie. Et donc là, à partir des capteurs, bien évidemment également des actionneurs, que ce soit des interrupteurs ou que ce soit des vannes thermostatiques, eh bien on peut jouer sur tous les facteurs de gauche, l'éclairage, le chauffage, la clim, la ventilation, le brise-soleil, les alertes, etc. Bref, on a un outil, et je dis, en plus, cet outil-là, c'est amortissable en 2 ou 3 ans. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'une des premières sociétés privées à l'avoir fait, c'était le Club Méditerranée, à Opio. Eh bien, une installation comme celle-ci, ça a nécessité moins d'1 heure par logement du Club Med, petit logement donc, hein, et le gain en énergie a été de 40%, l'amortissement a été en 18 mois. Donc, c'est tout à fait compatible avec les exigences du privé et les exigences du public. Donc ça, c'est véritablement l'outil central. Et je vais rapidement, mais vraiment très rapidement, élargir le champ. Tout ce qui est économie d'énergie dans les bâtiments d'habitat, que ce soit les bailleurs sociaux, les copropriétés, les particuliers, c'est un outil extraordinaire parce qu'en plus, il permet d'atteindre des niveaux de gains qui donnent un maximum d'aide financière de la part de l'ANA ou d'autres organismes financiers. Le schéma que vous avez sous les yeux, c'est au fond une autre façon d'exposer cela. Vous avez les racines qui sont les capteurs et les actionneurs. Le tronc, c'est la structure numérique qui s'impose. Et l'ensemble des branches et des feuilles, ce sont les multiples services qui peuvent se développer. Alors peut-être, Monsieur Miranda, avez-vous déjà développé, vous, autour de ces premiers outils, un certain nombre de services, si vous voulez nous en dire 2 mots? Alors, aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour nous parce qu'on est véritablement encore au début de l'histoire. Mais en fait, oui, aujourd'hui, nous, on s'inscrit déjà dans une norme de qualité qui est la norme Amexist. Et dans le cadre de notre norme de qualité, la notion d'éco-responsabilité est fondamentale. Donc oui, on commence à regarder de près ces indicateurs-là, à les faire remonter et à communiquer dessus, mais on est encore au début de notre histoire. Et en même temps, le bénéfice, pour l'instant, il est juste moral. On veut juste montrer l'exemple et montrer que c'est possible parce que de la santé, c'est notre sujet et que la santé collective en dépend. Mais voilà, on est vraiment encore au début de notre histoire. Imaginons, et je vais faire très court là aussi, que parmi ces services-là, il y en aura des centaines, autant que d'applications sur nos téléphones, mais grâce à cela, vous pouvez aussi, grâce à la structure numérique commune, gérer les problèmes de sécurité. On peut développer du maintien à domicile chez les personnes âgées. On peut offrir des services aux familles via une conciergerie. Bref, il y a un monde infini de services qui va se développer devant nous. Bien, Jacques. Alors, je précise juste pour nos auditeurs qui marquent toujours un intérêt certain pour le PowerPoint, dont on peut te remercier vu la qualité des explications et des graphiques. Il sera disponible sur demande et également dans le replay. Il y aura l'intégralité de tes slides et également de ceux de M. Miranda. Mais c'est vrai que pour des raisons de temps, on va peut-être avancer, Jacques, et peut-être que tu puisses nous présenter le label R2S. Alors, le label R2S, en fait, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, on s'est rapidement rendu compte quand nous avons créé la Smart Building Alliance. Au passage, j'invite tous les auditeurs à adhérer à la Smart Building Alliance, qui est véritablement l'organisme français qui aujourd'hui est à la pointe de toutes les réflexions sociales, financières, technologiques sur ces sujets-là. Vraiment à la pointe. Pour preuve, avec la Smart Building Alliance et quelques sociétés, dont celle que je préside, nous avons
signé il y a 3 ans la charte des bâtiments connectés efficaces avec les ministres de Normandie et Mézard. La direction qui nous était demandée de suivre était justement celle de la construction de ce monde de l'intelligence collective. Nous avons travaillé et le 26 juin 2018 est né le premier label pour les bâtiments tertiaires et le 5 septembre 2019, c'est tout frais, le label pour les bâtiments résidentiels. Le tertiaire, c'est avec Certivea et le résidentiel, c'est avec Veritas. Eh bien, ce label-là présente plusieurs caractéristiques extrêmement importantes. D'abord, il permet d'avoir une structure numérique mutualisée à l'ensemble des services, ce qui, pour faire court, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, vous voyez très bien sur le bâtiment, hier, on avait besoin de câbles pour la voie, de câbles pour l'éclairage, de câbles pour les alarmes, etc., l'ascenseur et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, un seul câble suffit et donc économie d'énergie, économie de matières rares et économie de carbone. Donc ça, c'est la première caractéristique du label. Ce label-là, il a bien évidemment des avantages, mais aussi des contraintes. On n'est pas labellisé en le demandant et en faisant tout ce que l'on souhaite et pas forcément exactement ce qu'il faut. Pour ça, donc, je vous invite à vous adresser, je répète, pour le tertiaire à Certivea, vous faites R2S Certivea, et pour le résidentiel, vous le faites avec Veritas et vous aurez tous les détails. En résumé, il faut mettre en œuvre un certain nombre de solutions technologiques qui vont apporter des réponses solides, fiables, sur le plan de l'énergie, on en a parlé, mais également de la gestion responsable de cet ensemble-là, de la gestion éco-environnementale, mais aussi de la gestion de la donnée et de la sécurité. Voilà, le label R2S, vous le retrouvez en ligne dès lors que vous l'avez noté. Parfait, Jacques. Je me permets, Jacques, d'avancer un petit peu. Oui. L'épine dorsale numérique, on l'a quand même largement évoqué. Oui, on l'a évoqué. Connecter les bâtiments, la flexibilité des usages aussi. Oui. Je me réfère, donc ensuite tu as évoqué, donc, la question de la puissance consommée, ça on renverra les spécialistes aussi, puisque nous n'avons pas… Oui, mais c'est quand même important. Je vais simplement dire 2 mots. Je vais faire très vite sur le sujet. D'abord, sur ce qui précédait, il est vraiment essentiel. Hein. Souvenez-vous, au début, je disais, il ne faut pas construire sans savoir. On risque d'être déconnecté du futur si on n'est pas attractif. Eh bien, l'attractivité, elle passe par ces labels-là. Ces labels sont obligatoires si vous voulez aller vers une ville intelligente. Ensuite, on en vient à l'éco-responsabilité. Vous avez ici, alors ça peut paraître un peu compliqué, cette étoile d'araignée, en fait c'est extrêmement simple. Vous avez, selon les modèles IT qui sont choisis pour faire la structure numérique du bâtiment, vous avez le classique, celui dont les références datent de 1992, c'est très vieux, où on faisait quand même un peu je tue une mouche avec un marteau pilon, c'est la ISO 11801. Ben, regardez sur un exemple, un bâtiment de 15 000 m², eh bien vous avez une consommation de ce système-là qui est de l'ordre de 12 000 watts, alors que si on fait avec un système Ecoflex, on peut descendre beaucoup plus bas, aux environs de 3 000 – 4 000. Bref, qu'il s'agisse de la consommation d'énergie, parce que les schémas qui suivent ont exactement la même forme, on peut passer au suivant qui est la consommation de métaux rares, eh bien on s'aperçoit que là aussi, le ISO 11801, vous utilisez 2500 kg de matériaux rares. Avec l'Ecoflex IT, vous n'en consommez que 500. Je voudrais au passage saluer Martine Benedetto et Gilles Genin, qui sont des grands acteurs et des papes de ces sujets-là. On pourra éventuellement y revenir si vous avez des questions. Mais grâce aux travaux qu'ils ont faits, on a les résultats que vous voyez là, à savoir que ce soit, on l'a vu avant, l'énergie, maintenant le poids du cuivre et après le carbone, si on veut bien nous passer l'image. Oui. Voilà. Sur le carbone, eh bien, au lieu de consommer 45 tonnes, eh bien, on va consommer simplement 10 tonnes, un peu moins de 10 tonnes d'ailleurs. Et donc, on voit bien que ce qui vient d'être dit là impose à tous les acteurs du public et du privé non seulement à se poser la question des bons outils d'économie d'énergie, il faut descendre du modèle pas très efficace, très onéreux, qui consiste à ne faire que de l'isolation. Je dis bien sûr que quand le bâtiment est malade, il est malade, il faut bien sûr l'isoler.
Je ne dis pas qu'il ne faut faire que des outils numériques, mais il y a bien des cas, dans du neuf en particulier, ou dans du récent, où l'outil numérique permet de gagner 30%. Donc ça, c'est véritablement une étape qui est importante. Et puis, il y a une deuxième étape qui est importante, c'est celle de passer à des outils, certes performants, mais qui, si on les met mal en œuvre grâce aux réseaux IT qui sont derrière, ou à cause des réseaux IT qui sont derrière, eh bien, on va reperdre ce qu'on avait un peu gagné. Donc, il faut avoir la chaîne globale pour avoir des systèmes efficaces, intelligents, connectés, connectables et en même temps éco-responsables. Merci Jacques, c'était parfait. J'accélère un petit peu puisqu'il y aura déjà quelques questions assez précises. Je vais passer la parole à Monsieur Miranda. Alors, vous avez déjà présenté le GIMS, le groupement le groupement interopérationnel médico-social, interprofessionnel, pardon, mais qui se veut également opérationnel. Je me permets juste de vous demander, Monsieur Miranda, pourquoi le GIMS s'est orienté vers des outils de réduction de la consommation énergétique de ces bâtiments. Alors, je vous laisse peut-être discuter les différents points qui sont présents dans les slides à l'écran. Ben, typiquement, les points qui sont à l'écran relèvent de notre expérience, et toute récente d'ailleurs. Bien entendu, le premier point, comme l'a dit Jacques Bucchi, c'est la réduction de la facture énergétique. Ça, c'est un sujet acquis. Mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a des aspects sécuritaires qui sont fondamentaux. Par exemple, toutes les sociétés ont un contrat de gardiennage. Donc, on a des caméras partout dans nos bâtiments et ces sociétés de gardiennage-là déclenchent une alerte ou vont sur place en cas d'intrusion. Mais lorsque vous avez un dégât des eaux, lorsque vous avez un problème électrique qui n'est pas visible a priori, vous ne pouvez pas vous déplacer sur le lieu parce que vous n'avez pas d'indicateur qui vous permette de le faire. Si vous avez une consommation anormale de l'eau parce qu'une chasse est restée ouverte, vous n'avez pas ces indicateurs-là. Et c'est en ce sens où la solution Unigrid Solutions nous intéresse parce que si une chasse reste ouverte, on a un pic de consommation d'eau, on a un déclenchement d'un indicateur qui nous dit attention, on est en amont d'un problème, vous pouvez avoir un dégât des eaux. Ça, c'est le premier élément. Nous, typiquement, on en a eu un. Donc, on n'avait pas eu cet indicateur de tendance et on s'est rendu compte en réalité du dégât des eaux uniquement parce que le toit qui était en verre a cédé sous la pression de l'eau, que l'eau, en fait, en s'infiltrant, a abîmé les murs et que c'est décroché de mur un élément qui est venu buter sur une caméra et parce que la caméra a bougé, alors là, c'est une société de surveillance qui nous a contactés. Mais ça a été le fruit du hasard. On aurait préféré avoir cet indicateur de tendance de façon avancée, ce qui aurait évité en fait tout cet effet en cascade. Donc, amélioration de la sécurité fondamentale, mettre fin aux consommations perdues lorsque c'est la petite goutte d'eau qui fait que parfois il n'y a pas forcément de dégâts des eaux, mais vous avez des infiltrations qui se font par des fuites non perçues et qui ne sont perceptibles uniquement que sur une vision de consommation à long terme. Et Unigrid Solutions permet en fait de déceler les écarts de consommation qui nous permet de dire tiens, il se passe quelque chose et effectivement d'essayer de poser un diagnostic. Bon, sur les aspects de l'organisation éco-responsable, on en a suffisamment dit, c'est évident. Et puis, encore une fois, ce que je disais en début d'interview, programmer à distance l'ouverture des centres, en tout cas plus largement la gestion des centres, c'est-à-dire sur les énergies, mais sur les aspects domotiques aussi. Et je crois savoir qu'Unigrid Solutions permet justement de répondre à ces besoins. Parfait. Merci pour votre retour d'expérience. Alors, j'ai une question, peut-être tous les deux, vous pourrez y répondre. C'est, connaissez-vous ou avez-vous obtenu des aides financières particulières octroyées, que ce soit par l'État, par une collectivité, par d'autres institutions que l'on connaît, pour investir dans ce domaine? Est-ce que les collectivités ou vous, Monsieur Miranda, dans votre association, grâce à cette délégation également de services publics, avez-vous obtenu une aide spécifique ou êtes-vous potentiellement destinataire d'une aide dans ce domaine-là? Qui répond, moi? Jacques, je te laisse commencer. Monsieur Miranda, je vous laisse la parole immédiatement après. Oui, c'est un sujet important, Jonathan, que vous évoquez, parce que souvent les gens ne connaissent pas le point de départ de tout ça.
il y a une volonté politique de l'État qui a des bras de levier, qui les actionne en fonction des différents acteurs. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que selon que l'on soit dans l'un des 6 secteurs que je vais citer, le particulier, la collectivité, l'entreprise, les bailleurs sociaux, les copropriétés et les grands comptes, on n'est pas du tout sous les mêmes douches financières, si je puis employer l'expression. Les bailleurs, eh bien, ça leur vient par ce qui était la Caisse des dépôts, maintenant la Banque des territoires. Les copropriétés, les particuliers, ça vient vers de l'ANA. Ça peut aussi venir des collectivités. Donc, je ne vais pas m'étendre, mais il faut savoir où on est. Et en tant que chef d'entreprise travaillant dans le domaine des copropriétés, eh bien, je n'aurai pas du tout les mêmes aides pour mes clients que M. Miranda pour son entreprise à lui. Donc ça, déjà, c'est très, très important. Une fois qu'on a dit ça, alors là, c'est en plein les métiers d'aujourd'hui, il y a énormément d'argent, énormément d'argent. Et pour donner un seul exemple, si on sait aller chercher cet argent, on est de Marseille, M. Miranda, eh bien, j'affirme qu'au moins un tiers des copropriétés marseillaises pourraient être rénovées sans que les copropriétaires aient à verser d'argent, voire même pourraient gagner de l'argent. Mais ce n'est pas suffisamment su, les méthodes ne sont pas forcément les bonnes. Bref, de l'argent, il y en a beaucoup. Parfait. Monsieur Miranda, un petit mot, peut-être que vous avez déjà un précédent là-dessus à nous expliquer? Alors là, je suis friand de ce type d'informations. Je fais typiquement partie de ces entreprises-là qui n'utilisent pas ces aides-là, tout simplement parce que nous l'ignorons. Ça ne fait pas partie de notre cœur d'activité et on essaie de trouver des réponses par voilà, des réponses telles que par le biais d'Unigrid Solutions, mais des aspects financiers, ce n'est pas des informations voilà, que nous détenons et je serais ravi d'avoir la primeur de cette info. Alors, vous pourrez peut-être obtenir des informations plus précises au cours du mois de décembre, puisque Édition VK vont proposer une webconférence demandée par le ministère de l'écologie et de la transition énergétique. Et justement, la question des aides financières sera évoquée, puisque Jacques, comme tu le disais, il va y avoir un vaste programme d'accompagnement et de subventionnement au profit des organismes publics et privés. Donc, on attend aussi les informations de cette webconférence qui se déroulera au mois de décembre. Une question de nos internautes concernant le GIMS. Vous avez évoqué 10 bâtiments, Monsieur Miranda. Oui. Est-ce que vous allez équiper les 10 bâtiments en même temps ou est-ce que vous allez pouvoir, grâce au caractère modulable et donc voilà, personnalisable de la solution Unigrid, est-ce que vous allez commencer par des bâtiments en particulier? Alors, je pense que la sagesse veut qu'on commence par des bâtiments particuliers, puisqu'on ne peut pas déployer tout en même temps. Mais, et puis en plus, sur notre parc immobilier, on a des bâtiments qui ne sont pas comparables. Les derniers bâtiments que nous avons investis, en particulier celui que nous avons fait construire, répond à l'ensemble des nouvelles normes, ce qui n'est pas le cas de bâtiments dont nous sommes locataires historiquement depuis longtemps et qui n'ont jamais été rénovés. D'accord, parfait. Jacques, concernant ta collectivité, puisque tu as été maire de Lambesc, aujourd'hui la Smart Building Alliance, comment vois-tu l'année 2020 et quelles sont les marges de manœuvre les plus rapides possibles pour les décideurs publics? Pardon, Jonathan, je reviens une seconde en arrière sur ce que tu as dit. Oui. Le sujet du financement de la rénovation énergétique en France, contrairement à tout ce qui se raconte aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'argent. Il y a plus d'argent qu'il ne le faudrait. Ce n'est qu'un problème de méthode. Et ça, on aura l'occasion peut-être d'en parler, mais c'est vraiment essentiel. Maintenant, 2020, d'abord, il y a des élections au mois de mars, donc on va essayer de franchir cette barrière-là et de mettre en place les politiques dont nous venons de parler là, à l'évidence qu'il s'agisse de l'efficacité énergétique des bâtiments, de l'efficacité énergétique et de l'intelligence, ça va de pair, de l'éclairage public, ou qu'il s'agisse de façon générale de toutes les politiques d'une cité. Je ne peux pas là, parce que je ne suis pas là pour ça d'abord, mais je ne peux pas toutes les détailler, mais je voudrais simplement dire que
Si on y réfléchit dans le sens que j'ai indiqué tout à l'heure, de faire mieux, moins cher et éco-responsable, toutes les politiques de la ville peuvent être teintées de solutions positives qui rejoignent ces principes-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nécessite un effort particulier de la part des élus dans l'établissement de leur programme. Bon, on sort du sujet, mais pour te répondre sur 2020, c'est 2020 et plus, nous devons dorénavant, de façon proactive et avec ces concepts-là et ces principes-là, rentrer dans ce monde nouveau. Parfait, merci. Alors, il y a une question qui n'a pas du tout été évoquée, oui. C'est celle de la dimension environnementale et du numérique. Oui. Je vais faire très très court. Vas-y, Jacques. Très court pour dire que ce qu'il faut, c'est faire une balance globale. Il faut mettre en place des solutions qui économisent en sachant qu'elles consomment un peu d'énergie. Mais si on raisonne en global, on va demain aller récupérer, on va s'effacer quand il le faut, on va mettre en place des outils qui consomment 5 à 6 fois moins, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et si on fait une balance globale entre économie sur la consommation d'énergie, économie sur les concepts, récupération par ailleurs, et si on veille à mettre tout ça en place à l'échelle d'un territoire, les calculs ont été faits. Globalement, c'est une vraie économie d'énergie, numérique compris. C'est tout l'objet de la RE 2020. Parfait. Malheureusement, nous arrivons à la fin du temps dont nous disposions pour cette webconférence et nous allons devoir mettre un terme à cette séance de questions-réponses. Je tenais à remercier très sincèrement et chaleureusement Monsieur Bucchi pour votre participation et Monsieur Miranda pour votre éclairage très opérationnel et intéressant. Je voulais également remercier notre partenaire de cet événement, Unigrid Solutions. Et vous pouvez continuer à poser vos questions. Et pour tous ceux qui n'ont pas eu leur réponse, VK continue à vous accompagner par le biais de son service VK Ligne Expert, qui vous permet de poser directement donc vos questions d'ordre opérationnel, réglementaire par téléphone à des experts du secteur public et d'obtenir une réponse immédiatement. Je vous remercie et à une prochaine fois.